Jean-Pierre Chéry. On devrait écrire un manuel qui s'intitulerait « Veuve, mode d'emploi », comme pour un appareil ménager très sophistiqué. Un mode d'emploi pour sécuriser les veuves, les rassurer, les mettre sous grande protection. C'est très fragile, une veuve. Ça peut se casser comme une boule de Noël. Une veuve, c'est une poupée qui a perdu son enfant roi, son protecteur, son tyran parfois. Une entité qui a perdu son référent, un croyant qui a perdu sa foi, un voleur qui a perdu son larcin, un chien qui a perdu son maître, ou tout simplement une femme qui a perdu son amour, son homme. Ces quelques mots, ce premier paragraphe là qui ouvre cet ouvrage, grâce à vous, Agathe Natanson, comédienne et auteure, et vous venez de publier donc ce livre poignant, vous venez d'écrire ce livre poignant intitulé Chantons sous les larmes, je le disais, un recueil de lettres posthumes adressées à votre mari, à cet immense comédien qu'était Jean-Pierre Marielle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir déjà. C'est un vrai plaisir et c'est très important, voilà, les premières phrases et puis aussi dans cette dimension voilà, de l'émotion qui peut nous gagner. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ces lettres, à adresser ces lettres à votre mari Jean-Pierre Marielle ? Déjà, j'aime beaucoup les lettres d'une façon générale, c'est-à-dire que j'aime écrire des lettres. J'écris encore des lettres à mes enfants de Paris à Paris. Enfin, je veux dire, au-delà des textos et des mails, je peux envoyer une lettre avec une belle enveloppe et un joli timbre. J'aime cette façon de communiquer. Je trouve qu'on y dit des choses qu'on ne pourrait peut-être pas dire à l'oral et qu'on n'écrirait sûrement pas dans un mail. Et donc, c'est quelque chose de très intime et de très charnel. Et quand Jean-Pierre est parti, déjà quand Jean-Pierre, qui hélas a été malade, déjà j'écrivais ce que je ressentais parce que c'était très très violent et je l'écrivais sous forme de petits mots partout. J'avais toujours un petit carnet sur moi et j'écrivais ce que je ressentais. Et évidemment quand Jean-Pierre est parti, très vite j'ai eu envie de rester avec lui et la meilleure façon de rester avec lui c'était de lui écrire. Et puis un éditeur m'a demandé d'écrire un livre sur Jean-Pierre et moi j'ai dit non, j'écris pas de livre sur Jean-Pierre parce que Jean-Pierre, mon Jean-Pierre, ça n'intéresserait pas à personne. Le Jean-Pierre avec qui je déjeune dans la cuisine, je pense que c'est pas très intéressant pour les gens. Et le vrai Jean-Pierre, le comédien, tout le monde, il y a eu déjà beaucoup de choses écrites et d'interviews avec lui, donc tout le monde connaît pas mal de choses sur lui. Et j'ai dit, mais j'écris ces lettres et moi je veux bien effectivement partager avec les gens, pas tellement le fait que j'écrive des lettres à Jean-Pierre, mais le fait de raconter ce que c'était que d'être veuve, qui est quand même un état extrêmement particulier et que finalement, on considère pas tellement. C'est-à-dire qu'au début, bien sûr, tout le monde, oh, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Et puis après, très vite, on re-rentre dans le monde, ce qui est normal. On ne peut pas imposer son chagrin. Donc, si on continue à voir les gens, on fait bonne figure. Mais à l'intérieur de soi, on est complètement cassé. C'est-à-dire que là, vous me voyez, j'ai l'air normal, mais en fait, je suis amputée. Il me manque un bras, une jambe, un cœur, la moitié d'un cœur, la moitié de tout, la moitié de ma tête, la moitié de tout. C'est fini, ce n'est plus là, c'est parti quelque part avec Jean-Pierre. Alors j'ai voulu essayer de raconter ça, les matins chagrins, les rues dans lesquelles on erre en pensant à lui et en le cherchant, enfin tout ce qu'on a pu vivre avec lui et qui n'est plus là. Et cette espèce de solitude que j'appelle une solitude poisseuse, qui est une solitude poisseuse parce qu'elle vous colle à la peau et que personne ne le voit, personne ne le sait et néanmoins on se balade avec partout. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Marielle, c'était à Grenoble, vous étiez à ses côtés pour justement une pièce, il était venu nous raconter parce que c'était aussi le moment où il avait sorti son autobiographie, Le Grand N'importe Quoi. J'ai passé une grande partie de la journée à ses côtés, je l'ai accompagné lors de la dédicace, on a fait une émission de télé, on a bu un verre, on a fraternisé autour de ce Chablis et de sa maison de famille, hein, voilà. Et je suis allé, je suis allé il y a quelques semaines sur sa tombe. Non. Oui, à Précile-Sec, absolument. Oh. Et j'ai déposé une rose à son attention et j'ai vu ce petit mot extraordinaire signé de sa main
que vous allez, Agathe, nous livrer, parce qu'il figure aussi dans votre ouvrage. En fait, nous étions allés à l'enterrement, enfin aux obsèques de Bernard Giraudot, qui était un ami, et c'était un grand truc à Saint-Eustache, enfin voilà, c'était très beau d'ailleurs, avec les marins, les pompons et tout ça. Et en sortant de là, Jean-Pierre a dit, moi, je ne veux surtout pas ça. Surtout pas ça. Alors j'ai dit, écoute, il faut que tu l'écrives, parce que comment pourrais-je dire, moi, ce que tu veux, il faut que absolument, parce que Jean-Pierre détestait parler de la mort, on n'en parlait jamais, c'était un sujet. C'était vraiment tabou pour lui. Tabou, la maladie, la mort, c'était des sujets tabous, vraiment. Donc je lui dis, écoute, exceptionnellement, il faut absolument que tu l'écrives, sinon, si jamais tu pars avant moi, je vais être complètement démunie. Donc il est rentré, il a tout de suite écrit « Je ne veux personne à mon enterrement, je veux être dans ma maison de Précy avec simplement les paysans ». Avec qui il avait passé son enfance, parce que pendant la guerre, il était dans cette maison, les paysans avec qui il était resté ami, ma famille très proche, et 2-3 amis très proches. Donc voilà, on était très peu nombreux, ça s'est passé dans son salon, et puis de son salon, on est allé tranquillement au cimetière avec un jeune ami violoncelliste qui a joué du violoncelle tout le long du chemin, et Jean-Pierre avait dit, je veux que sur ma tombe, il n'y a rien, effectivement, et c'est la tombe de ses parents, et qui est simplement ce petit mot qui est tout simple, et c'est une petite chanson très ancienne qu'il aimait beaucoup et qui disait « Ah, les fraises, les framboises, le bon vin que nous avons bu, ah, les belles villageoises, nous ne les verrons plus. » Voilà, ça, Jean-Pierre adorait chanter, en fait, il le chantait, ces mots, et donc voilà, il l'a écrit de sa main, et je l'ai mis sous une plaque transparente pour que ça puisse être sur sa tombe, selon ses volontés. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec lui, c'est voilà, il égrenait ses souvenirs à propos de son autobiographie avec beaucoup de simplicité. Il y avait des anecdotes. Quand on avait conversé ensemble, je lui avais demandé, je lui avais parlé du pouvoir évocateur de sa voix, cette voix qui a fait une partie de son succès, pas seulement, mais une grande partie de son succès. Je lui demandais, bon alors, Jean-Pierre, comment ça se passe? Est-ce qu'on travaille sa voix? Qu'est-ce qu'il faut faire ou autre? Et il m'avait répondu, non, pas du tout. Pour lui, non, il n'y avait pas de travail à faire. Voilà, on avait ou on n'avait pas. Voilà, il vous en parlait un peu, Agathe, vous qui êtes comédienne, vous échangiez là-dessus? Alors sa voix, oui, pour lui, voilà, ses voix, il avait sa voix, comme on a les yeux bleus, lui, il avait cette voix-là, c'était tout naturel. De toute façon, c'était un homme, vous l'avez vu dans son livre, là, Le Grand N'importe quoi, c'était un homme extrêmement simple. C'est-à-dire, c'était un homme qui n'avait pas d'ego dans le mauvais sens. C'était un homme comme tout le monde. Et quand il allait tourner, il disait, mais non, mais je vais travailler comme les paysans de Tchekhov disent qu'ils vont travailler au champ. Moi, je vais travailler. Simplement, mon travail, c'est de jouer la comédie. Et en plus, chaque fois qu'on lui proposait un rôle, tout le métier le savait, il disait systématiquement non. Ah non, ça c'est pas pour moi. Demandez à Rochefort, demandez à Claude Rich, mais non, ça c'est pas pour moi. Je vais vous donner leur numéro de téléphone, appelez-les, ils vont le faire très bien. Puis finalement, tout le monde savait que ça se passait comme ça, donc il revenait à la charge et finalement Jean-Pierre jouait le rôle. Et il disait une chose qui était très jolie et qui image vraiment ce qu'était Jean-Pierre, c'est-à-dire il disait, il faut que le rôle me parle à l'oreille. C'est-à-dire, il fallait qu'il ait une intimité. Alors bon, évidemment, il a fait des rôles qui étaient alimentaires, mais parlons des très beaux rôles. Et il fallait qu'il y ait une intimité entre lui et le rôle, et auquel cas, c'était un travail intime entre lui et lui. Il n'y avait pas de travail, extérieur ou d'affaîtrie non, ça venait naturellement. Donc sa voix était naturelle et le reste était naturel aussi. Mais c'est vrai aussi, et vous l'écrivez dans votre ouvrage, Agathe Nantasson, le choix du costume était important aussi. Trouver vraiment le costume du personnage. Absolument. Le costume, c'était une des premières attentions qu'il portait quand il avait signé le contrat. Tout de suite, le costume devenait très important parce que c'est vrai que le costume fait aussi le personnage. Et par exemple, quand il a tourné Les Grands-Ducs, qu'il ne voulait pas du tout tourner au départ, ça a été un long combat pour qu'il tourne Les Grands-Ducs. Bon, il a tourné Les Grands-Ducs, qui était formidable. Moi, j'adore ce film, avec
avec Noiret et Rochefort. Et donc, il était à un moment, il devait être habillé en femme. Donc, il avait quand même la barbe, tout ça, et il était habillé en tailleur Chanel. Donc, ok, il vient avec son tailleur Chanel, les talons, tout ça, enfin, voilà. Et puis, il commence à répéter, et là, il arrête tout, il dit, ah non, non, ça, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ben, les boucles d'oreilles. Je n'ai pas les boucles d'oreilles. Il fallait les boucles d'oreilles Chanel pour tourner avec ce tailleur Chanel et tout ça. Et voilà, il y a eu 1000 fois des choses qui se sont passées comme ça. Ça s'est passé sur Que la fête commence, avec Tavernier aussi. Il y a eu un long passage, je le raconte dans le bouquin. Il y a eu toute une séquence où effectivement, tout à coup, il était habillé de pied en cap avec plein de couches différentes, parce qu'à l'époque, il y avait énormément chemise, sous-chemise et ça. Et tout à coup, il a réalisé qu'il n'avait pas la sous-chemise qui allait avec le costume. Donc il a fallu entièrement le déshabiller et lui apporter la sous-chemise pour qu'il puisse tourner. Voilà, l'art du détail, mais très important parce qu'on compose son personnage. Voilà, c'est ça, mais c'était pas un art du détail, c'était pas un caprice, c'était le personnage devait avoir tout ça pour être le personnage de cette époque-là, dans cette situation-là. Et pour lui, c'était très important. Alors, il y a des passages qui sont... qui rendent justement hommage à sa carrière, voilà, avec des impressions, parce que je trouve que votre ouvrage Chantons sous les larmes, c'est très impressionniste. Ce sont vos impressions, c'est la façon dont on perçoit vraiment Jean-Pierre, et qui était votre Jean-Pierre aussi, bien évidemment, Agathe Nantenson. Il y a un moment voilà, où vous parlez, et il m'avait confié cette anecdote, j'aimerais bien que vous la restituiez, à propos du Chablis. Il m'avait dit comment trinquer. Oui. Voilà, ça c'est important. Oui. Alors donc, comme je vous disais, il avait cette maison, donc bourgognonne, enfin à la limite, donc d'où on allait assez souvent. Et comme je vous disais, il était resté extrêmement fidèle à tous les gens qui avaient enfin les paysans d'à côté, c'était ses amis. Donc il venait évidemment très très souvent prendre l'apéritif, même très tôt le matin, parce que l'apéritif commence tôt en Bourgogne quand même. Et alors Jean-Pierre, évidemment, c'était toujours autour du Chablis, donc on sortait les bouteilles de Chablis. Et le truc de Jean-Pierre, c'était que pour trinquer, on ne frappe pas le verre l'un contre l'autre, mais on frappe pas la paume, mais le dos de la main contre le dos de la main de l'autre personne. C'est-à-dire que ça ne fait pas de bruit et on trinque comme ça parce que ça voulait dire que les patrons n'entendaient pas. C'est-à-dire que les ouvriers agricoles pouvaient trinquer avec le Chablis sans que les patrons entendent, puisqu'ils ne trinquaient pas de verre à verre. Voilà, en toute discrétion. Et alors Jean-Pierre, évidemment, partout, trinquait comme ça. Il pouvait être à la Tour d'Argent et il trinquait dos de main contre dos de main pour que personne n'entende. Il y a des moments, Agathe, très émouvants aussi. Vous parlez de la maladie. J'avais eu l'occasion de le constater quand moi je l'avais interviewé. Il avait une feuille devant lui avec tout un tas de choses écrites. Voilà, comment faire appel à vous. On sentait que, voilà, progressivement... Voilà, il s'était fragilisé. Vous l'évoquez aussi avec beaucoup de pudeur, mais voilà, c'était aussi quelque chose que vous avez vécu dans la dernière partie de son existence. Oui, effectivement, maintenant. Alors, tout le temps où Jean-Pierre était là, on a complètement caché cette maladie, parce que je trouvais, et surtout à la fin, parce qu'il y a eu effectivement, on ne voyait plus personne du tout, parce que je pense que Jean-Pierre aurait détesté qu'on le voit dans un mauvais état, parce que quand on a la maladie d'Alzheimer, hélas, on est vraiment dans un mauvais état. Je pense que, donc j'ai anticipé ce qu'il aurait pu ne pas vouloir, et effectivement on l'a beaucoup caché, et puis après je l'ai dit parce que je pensais que peut-être ça pouvait aider les gens, et d'ailleurs je suis à fond dans une fondation qui s'appelle la FRA, c'est-à-dire la Fondation Recherche Alzheimer, dans laquelle je fais beaucoup de bénévolat pour faire des levées de fonds, et je fais en province et à Paris beaucoup de, c'est pas des conférences, des témoignages au cours de conférences avec les professeurs de la maladie pour raconter ce que c'est que d'être aidant. Et effectivement, j'ai été l'aidant de Jean-Pierre pendant longtemps. Et je pense, ça serait à refaire, c'est très dur d'être aidant, très dur, mais je pense que je le referai, enfin j'en suis sûre même, et je pense que ça nous a terriblement rapprochés. On était déjà très proches, mais ça a fait que Jean-Pierre est devenu moi, d'une certaine façon. Je suis devenue Jean-Pierre et il est devenu moi. Enfin, il y a eu quelque chose d'assez miraculeux qui s'est passé pendant toutes ces années de maladie.
très dur, mais avec quelque chose de marquant. Et bizarrement, maintenant qu'il est parti, je ne garde plus que tous les jolis souvenirs de Jean-Pierre. Et tous les souvenirs de la maladie sont partis. Quels sont vos projets, Agathe? Sur quoi vous travaillez? Alors, bien sûr, vous accompagnez en ce moment ce livre, mais voilà. Voilà, j'accompagne ce livre et alors il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Besnéard, que tout le monde connaît, qui a lu le livre, qui l'a beaucoup aimé et qui m'a dit tu dois absolument en faire un spectacle. C'est-à-dire que là, effectivement, à la rentrée, je vais voir comment faire ce spectacle. Alors, est-ce que c'est moi qui le lirai? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on le ferait à deux, une jeune femme pour faire les côtés très gais du livre, dit par une jeune femme qui serait un peu mon double? L'idée est effectivement, donc c'est Dominique qui m'a dit que tu devrais faire ça. Mais moi, l'idée m'était venue aussi avant. J'ai une amie à la Comédie Française qui s'appelle Françoise Gillard et qui un jour me laisse un message sur mon répondeur et elle me lit un passage très très joliment, enfin un joli texte. Oh, je me dis, oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est et tout. Et en fait, je n'avais pas reconnu que c'était mon texte, mais très très bien dit par cette jeune comédienne, vraiment très joliment dit. Et là m'est venue l'idée que, bon, elle ne pourra pas le faire puisqu'elle ne peut jouer qu'à la Comédie Française, mais voilà qu'on pouvait peut-être en faire effectivement un spectacle sur scène, dit soit par moi et quelqu'un d'autre, soit par deux autres comédiennes, je ne sais pas encore. Voilà, ça pourrait être une idée. Donc voilà, pour l'instant, mes projets pour la rentrée seraient de faire ça. Et aussi ces galas que j'organise donc pour faire des levées de fonds. Alors j'organise un gros gala à Lyon avec au Célestin pour la 4e année. Avec là, je pense qu'on aura toute la famille Chédid. Donc ce sont des galas qu'on fait autour de la mémoire. Donc c'est un seul soir. Les comédiens amis viennent, les chanteurs amis viennent, chantent un ce soir bénévolement pour qu'on fasse une levée de fonds. Il y a ça, il y a un concert à l'Olympia aussi, un gros concert organisé par les Souchons qui ont été touchés par la maladie et un concert et un dîner de gala aussi avec des ventes aux enchères. Tout ça pour essayer de trouver des fonds pour la recherche qui est très très démunie et qui n'a pas beaucoup d'argent contrairement au cancer. Enfin, un dernier mot, Agathe Natanson, pour nos auditeurs qui vont découvrir votre livre grâce à cet entretien. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que j'aimerais qu'on n'oublie jamais Jean-Pierre, qu'on n'oublie jamais le comédien, parce que c'était un comédien exceptionnel, effectivement, et qu'on n'oublie pas l'homme, même s'ils ne l'ont pas connu personnellement, parce que c'était aussi un homme d'une bonté, d'une simplicité, d'une modestie rare. Et que dans ce métier, il y en a beaucoup, mais pas tant que ça. Donc c'est important qu'on préserve ces gens-là et qu'on préserve la mémoire du talent. Très important. Alors avant qu'on ne se quitte, j'ai un petit cadeau pour vous. Voilà, Agathe, voilà un petit... Mais oui, vous pouvez l'ouvrir tout de suite en direct. Moi j'adore les cadeaux. Hein. Je suis restée comme une enfant avec les cadeaux. Des sardines qui font référence au livre. Alors lisez le livre rien que pour la page des sardines, parce que c'est vrai que les sardines sont extrêmement importantes dans la vie d'une veuve. Donc là j'ai une très jolie réserve de 2020, c'est-à-dire que ce sont des millésimés les meilleurs, et je peux vous assurer que au moins une fois par semaine, si ce n'est deux, je mange des sardines. C'est bon pour le teint aussi, et le moral. C'est super, on va rester sur cette image parce que ça me fait très plaisir justement de refermer ça et voilà, et sur ce conseil précieux. Merci beaucoup Agathe Natanson pour cet entretien à la fois très émouvant autour de la mémoire de Jean-Pierre, puis très profond aussi. Chantons sous les larmes, c'est vraiment un livre qui nous touche, qui touche le cœur, et puis aussi... Pardon. Et puis aussi qui rend un hommage magnifique à Jean-Pierre Marielle. Voilà, on vous souhaite le plaisir de la rencontre avec vos lecteurs ici au Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains et puis également à nos auditeurs. On les invite vraiment à ne pas rater ce recueil de lettres. C'est vraiment une belle pépite littéraire et puis on est très content de savoir qu'il y a plein de projets autour de la mémoire de Jean-Pierre. Eh ben, je vous remercie infiniment et si je peux ajouter un mot, puisque vous venez de me dire que vous étiez allé sur sa tombe, ça me touche énormément. Au-delà de tout, je veux dire que vous puissiez aller jusqu'à faire la démarche pour aller le voir de tout près, dans son grand dodo.